Le carrefour de l'info se poursuit et on marque une pause avec l'invité de la rédaction. On tente ce matin de répondre à une question. Quel bilan de lutte contre le VIH-Sida sur le continent africain? Ne bougez surtout pas, je suis en compagnie de Oumar Baldé et de son invité. Bonjour Oumar. Bonjour Laetitia. Alors comme chaque matin, du lundi au vendredi, aujourd'hui matin on aborde un sujet qui est plus que jamais d'actualité. C'est vrai, un peu éteint quand même à cause de la pandémie de Covid-19. Mais aujourd'hui, 1er décembre, c'est l'occasion de faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui se battent contre cette pandémie de sida. Effectivement, nous sommes donc le 1er décembre et chaque 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. On en parle avec notre invité et c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Nous sommes le 1er décembre. Pour beaucoup d'entre nous, cette journée ne rappelle peut-être pas grand-chose, surtout en ce contexte de Covid-19. Peut-être que les préoccupations sont ailleurs. Et pourtant, en ce jour, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre une pandémie qui s'est répandue dans le monde depuis les années 70. Un virus qui a déjà infecté plus de 77 millions de personnes et causé la mort de 35 millions d'individus. Donc, tenez-vous bien, 690 000 rien que l'année dernière. Vous l'aurez compris, ce 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le sida continue de se répandre silencieusement à l'heure où le Covid-19 fait partout parler de lui. Et on en parle justement avec notre invité du jour. Il s'agit du docteur Nadia Bzad. Nadia Bzad est la présidente de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida. Bonjour docteur. Bonjour Omar. Bonjour donc et merci d'accepter notre invitation. Donc comme je le disais, cette année, la célébration de cette journée coïncide avec la propagation de cette pandémie. Donc tout d'abord, quel est l'impact du Covid-19 dans les activités de lutte contre le sida? Merci pour votre invitation, mais je voudrais d'abord rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont perdu leur vie du corps médical et paramédical, qui étaient au front et qui ont sauvé des vies, mais qui ont perdu aussi leurs amis, parfaitement de la famille. Aussi, je souhaiterais bon rétablissement à tous ceux qui sont en réanimation. Le Covid-19, une situation inédite. C'est vrai que ça a perturbé beaucoup notre façon de travailler, l'offre de service. Et c'était un moment de panique générale. Les personnes vivant avec le virus ne pouvaient plus se déplacer chez nous dans les centres de traitement ambulatoire. Et il y avait le confinement, donc arrêt total de la circulation. Donc, avec ça, on devait continuer à prodiguer des services. Donc, nous étions obligés de nous réadapter à la situation et parce que le virus du sida continue à circuler. Comme vous avez donné les chiffres, 1,7 million de personnes qui ont été infectées en 2019. Il circule à bas bruit parce qu'on n'en parle plus, parce qu'il n'y a plus la lumière sur le sida, il y a la lumière sur le virus du corona. Et ce n'est plus une priorité. Donc il fallait absolument qu'on s'adapte à cette situation et qu'on innove pour qu'on puisse continuer à prodiguer des services à toutes les personnes vivant avec le VIH ou peut-être celles qui veulent faire le dépistage. Justement, vous parlez d'innovation. Quelles ont été ces innovations apportées aux activités de lutte contre le sida dans ce contexte de Covid-19? Notre objectif, c'était que les personnes n'arrêtent pas leur traitement parce qu'il y a eu tellement de progrès que si la personne arrête le traitement, c'était catastrophique. Donc, le téléphone portable, il y avait aussi un numéro et nous étions en contact avec les personnes vivant avec le virus. Premièrement, nous avons prodigué donné les traitements pour 3 mois parce qu'en général, on donne un traitement de 1 mois et on devait revoir la malade ou le malade. Donc, on a donné le traitement pour 3 mois et on est resté en contact avec les malades, d'abord pour le soutien psychologique, situation catastrophique. Ils ont perdu tous les repères, ils étaient démoralisés, ils savaient qu'ils étaient doublement affectés. Il y avait le virus qui a atteint leur système immunitaire.
Covid aussi qui va atteindre le système, donc ils avaient vraiment très peur. Bien entendu, tout ça en utilisant des moyens de protection et de stérilisation. Il y a eu aussi des aides alimentaires, des aides de mesures de protection, et aussi le contact était très très important avec le psychologue, le contact beaucoup avec quand ils voulaient avoir des consultations. Donc les médecins se sont mobilisés, les portes sont restées ouvertes. C'est vrai qu'on pouvait plus faire le dépistage mobile parce qu'il y avait un arrêt de circulation, mais les services ont continué. Ils devaient aussi faire beaucoup de travail concernant la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, parce qu'ils ne pouvaient pas se déclarer séropositif pour le sida pour faire un test du Covid. Donc, imaginez la détresse dans laquelle ces personnes ont vécu. Donc, nous étions là pour les accompagner, pour qu'ils puissent avoir aussi le test du Covid, et aussi les accompagner et les traiter. Alors, une question qui s'impose aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait une corrélation entre les personnes atteintes du VIH et les risques de contamination au Covid-19? Est-ce que ces personnes-là sont des personnes à risque, des personnes vulnérables? Qu'avez-vous constaté sur le terrain? D'abord, les personnes vivant avec le VIH ne pouvaient plus circuler. Ils avaient très très peur pour eux et pour leur famille. C'était pas une chose facile. On devait leur expliquer qu'ils devaient prendre double protection par rapport aux autres, parce que déjà leur système immunitaire était atteint. Et donc, il fallait plus de conseils, plus de soutien. Et les personnes vivant qui ont eu le corona et bien sûr, ils avaient droit aussi au traitement. Et là, tout dépend de la capacité de chacun pour lutter contre ces deux virus. Ce n'est pas une chose qui est facile. Alors, parlons à présent de l'évolution de la pandémie sur le continent. On sait qu'aujourd'hui, les 2 tiers des cas de décès et d'infection sont liés sur le continent. Quelle évolution a été constatée durant l'année dernière, ou globalement, quelles sont les tendances globales ces dernières années? Vous savez, le virus du sida atteint tous les pays du monde, mais comme vous avez dit, les 2 tiers se trouvent en Afrique, malheureusement. Et chaque jour, nous avons 5500 jeunes entre 15 et 24 ans qui sont infectés en Afrique. Ce n'est pas une chose facile. Les femmes sont beaucoup plus atteintes que les hommes. Elles subissent beaucoup de violences. Et ça, c'est des choses à prendre en considération. Il y a aussi la discrimination et beaucoup de stigmatisation. Et par contre, le Covid n'est pas aussi répandu qu'en Afrique. Chose qui est quand même à noter. C'est important. Mais le virus continue à circuler. Il y a à peu près 38% des personnes qui sont sous traitement. Il y a beaucoup de progrès pour le traitement, mais il faut encore dépister. Il faut généraliser le dépistage. Je le dis toujours. Il faut que ce soit généralisé il faut pas que ce soit dans les hôpitaux. Il faut que ce soit dans les centres de santé, chez les médecins, spécialistes, généralistes, même aussi chez les pharmaciens. Il faut généraliser le dépistage. Il faut faire un dépistage précoce parce qu'il y a un traitement efficace, en attendant bien sûr le vaccin. Mais il faut continuer l'information, il faut prévenir les gens, il faut informer, mais il faut que ça soit à la portée de tout le monde, il faut que ça soit gratuit. Il faut que les associations soient plus actives pour que chaque personne ait le droit à un dépistage et bien entendu, si c'est positif, un traitement gratuit. Donc vous dites qu'il faut continuer donc de tester, de dépister. Cela nous conduit à ces actions de sensibilisation prioritaires qui doivent être menées. Selon vous, quelles doivent être ces actions? D'abord, le pilier de la prévention, c'est l'éducation sexuelle. Vous savez, chez nous, à l'OPAL, c'est l'organisation panafricaine, on milite pour que le sida soit dans un programme de santé sexuelle et reproductive. C'est important. Il faut offrir un paquet de services. Les gens qui viennent des fois juste pour un planning pour avoir un moyen de planification familiale, on leur propose le dépistage du sida
d'une pierre deux coups. Dans ce cas, il faut offrir un paquet de services pour les personnes. Et les jeunes doivent être informés. Si le jeune est informé sur les dangers d'une relation sexuelle à risque, il va se protéger. On ne va pas attendre qu'il soit adulte. On sait très bien que les adultes ne changent pas de comportement. Mais un jeune qui n'a pas encore démarré ses relations sexuelles et qui connaît le danger, il va se protéger. Et c'est comme ça qu'on peut diminuer le nombre d'infections. Nous avons aussi élaboré une application sur l'éducation sexuelle et ça donne de très bons résultats. Il faut utiliser la technologie intelligente maintenant. Il faut que cette application être téléchargée sur les mobiles et donc les personnes peuvent avoir toutes les informations sur les infections sexuellement transmissibles, le sida et aussi le Covid. Donc, c'est une prévention à distance. Du moment que nous ne pouvons pas aller chez les gens et continuer notre travail de campagne de sensibilisation, on peut, de cette façon-là, informer les gens de loin. Voilà, donc il faut utiliser la technologie moderne dans la prévention. La technologie moderne dans la prévention, c'est-à-dire la digitalisation, certainement, vous voulez dire. Alors, autre chose, c'est l'ONU-SIDA qui constate, durant l'année 2019-2020, un net recul de l'utilisation des antirétroviraux qui servent à calmer, entre guillemets, la progression du virus dans le corps. Alors, comment expliquer cette baisse d'utilisation des antirétroviraux? D'abord, c'est une baisse. Peut-être que les gens n'ont pas eu l'éducation thérapeutique, parce qu'on ne peut pas donner un traitement comme ça. Il faut leur expliquer ce que c'est que le traitement antirétroviral, les ARV. Donc, il faut un accompagnement. Ça, c'est très important. C'est une façon d'éduquer les gens, de les informer. Dès qu'ils rentrent dans le protocole thérapeutique, c'est à vie. On ne peut pas arrêter. C'est un accompagnement à vie. C'est pour ça que je vous ai dit, l'information, le soutien psychologique, l'éducation thérapeutique, c'est très important. Et j'insiste, je profite de cette question pour parler du dépistage précoce, parce qu'il y a un traitement efficace, mais aussi pour toutes les jeunes filles, avant de se marier, ou pendant la grossesse, il faut qu'elles fassent le dépistage. C'est très important, parce qu'il y a des traitements maintenant qui arrêtent la transmission mère-enfant. C'est très important. Et ça, elles ne sont pas au courant. D'où le rôle des médias, le rôle des ONG, le rôle des décideurs. C'est informer les gens pour qu'on puisse arrêter la circulation de ce virus. Informer pour permettre d'arrêter la circulation du virus. Restons un peu sur le plan global. Là, on a vu que la lutte contre le Covid-19 a permis de réaliser des avancées quand même assez spectaculaires. Certaines personnes même, ou certaines voix parlent de précipitation dans la mise au point de vaccins. Alors que pour ce qui est du sida, cela fait des décennies et on n'y arrive pas encore. Comment expliquer ce déphasage entre ces deux pandémies? Vous avez bien dit, depuis déjà une trentaine d'années, il y a eu quand même 75 millions de personnes qui ont été atteintes par le virus. Il y a eu beaucoup de décès et on n'a pas un seul candidat de vaccin, parce que c'est un virus qui mute. Avec le Covid, il a suffi de quelques mois, 6, 7, 8 mois, et on a plusieurs vaccins. Comment expliquer? C'est une question de volonté, une volonté politique. Quand on veut, on peut. On peut trouver, et on espère, nous tous militants, dans la lutte contre le sida, nous espérons que cette leçon va nous servir à la communauté scientifique pour qu'il y ait une mobilisation aussi importante que le Covid pour trouver un vaccin. On va attendre combien de victimes encore pour avoir un vaccin? Pour le Covid, on a plusieurs vaccins. Et pour le sida, ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas un seul candidat de vaccin. Ce n'est pas normal. Donc nous, on va militer pour qu'il y ait aussi, parce que c'est le même combat. Le virus du sida ou le virus du corona, ce sont des familles de virus. Il faut absolument les contrer.
Donc, il n'y a pas un plus important. Il faut que ce soit aussi une priorité. Le sida doit avoir aussi sa priorité. Donc, il faut absolument militer pour un vaccin pour le sida. Militer pour un vaccin, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la complexité des maladies? Peut-être le sida avec ses différents types, le VIH, je veux dire. Est-ce que cela aussi ne complique pas la recherche? Vous savez, le Covid, ce n'est pas une maladie pulmonaire. Il est avéré que c'est un virus qui atteint le système immunitaire et chacun répond à sa manière. Il y a des jeunes qui partent, qui n'ont aucune maladie chronique. Et il y a des vieux qui résistent au virus. C'est une maladie qui est nouvelle avec le Covid aussi. Quand le système immunitaire est atteint, il faut s'attendre à toutes les maladies. Donc, si vous voulez, c'est la même chose. Il rentre dans la cellule, il change le type, l'ARN, il commence à donner des complications de n'importe quel organe. Ils ont le même type de fonctionnement. Donc, mais c'est une question comme je dis, de volonté. Il faut absolument continuer les recherches pour avoir un vaccin pour le sida, c'est la seule manière. Question de volonté politique. Et dans ce contexte, d'ailleurs, il y a l'ONU-SIDA qui vise l'année 2030 pour en finir avec le VIH. Pensez-vous que cet objectif est réaliste aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Au niveau du traitement, c'est vrai que beaucoup de personnes ont droit au traitement. Il y a les autotests maintenant. Il y a, comme je vous dis, des programmes d'éducation sexuelle. Mais tous ces programmes, on sent qu'il y a, avec le Covid et avec ce désintérêt pour le sida, on risque de les perdre. On risque de les perdre à cause du Covid, parce qu'on ne parle plus du sida. Stop pour la journée mondiale. La preuve, tous les médias s'intéressent au sida maintenant, le 1er décembre. Mais après-demain, c'est bon, c'est toujours le Covid. Donc, il y a un désintérêt. Le sida n'est plus une priorité. Ce n'est plus une priorité. Donc, même par rapport à la recherche, par rapport au programme de prévention et tout ça, on va accuser beaucoup de retard. Je ne pense, si on doit redoubler d'efforts pour arriver, il nous reste à peu près 9 ans, on va voir. Mais il faut vraiment travailler dur. Il faut qu'on puisse circuler, il faut qu'il y ait des programmes, il faut que les médias aussi s'intéressent au sida si on veut arriver à atteindre les objectifs de 2030. Le message est passé et en tout cas à Média 1 TV, on s'y intéresse, surtout aujourd'hui et pas qu'aujourd'hui. On s'y intéresse et rassurez-vous, la sensibilisation sera de rigueur et sera de mise. Merci beaucoup, Dr Nadia Bezat. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida, une association qui est basée à Paris, mais aussi qui compte des antennes au Maroc et dans les pays africains. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi et très bonne journée sur Média 1 TV. Soyez prudents et restez vigilants.